Les productions Nuit d'Afrique invitent tous les artistes de musique du monde au Canada à s'inscrire à la 8e édition des Silidor de la musique du monde. Ce prestigieux concours vitrine est une chance unique de vous faire découvrir et de remporter de nombreux prix. Vous avez jusqu'au 15 décembre 2013 pour soumettre votre candidature. Faites vite, les places sont limitées. Pour plus d'informations, visitez le www.silidor.com. Vous écoutez Choc FM, l'alternative urbaine. Chaque semaine, j'ouvre mon ordi, puis j'écoute. Qu'est-ce que t'écoutes? Ah, c'est que plus je gratte, plus ça pique. Oh, on est en onde. Hey, ça va? Salut tout le monde! Allô? Bonjour. Salut! Bonsoir. Alors, je suis très content. On a l'équipe originale avec nous, Nicolas, Marianne et Mathieu Charon. Oui, j'étais là depuis le tout début, moi. Effectivement, on s'en souviendra. Alors, ouais, Nicolas, ça va? Ben oui, ça va très bien. Ben, évidemment. Marianne? Oui, j'ai... Ben, on va y revenir. Ouais, c'est ça. Ben, Mathieu Charon? Oui! Ça va? Non. Pourquoi je te réinvite? T'es venu comme le 3 semaines. Ouais, hein, je sais pas. C'est peut-être parce que je suis joli. On est rendu au bout du rouleau. Je pense que c'est le temps de... C'est la dernière émission de la saison aussi. Alors, c'est vrai. Voilà. Et on est très heureux d'avoir avec nous Mario Bélanger. Hey, Mario Bélanger. Le vilain frère de Mario. Ouais, Alors, Mario. Qu'est-ce que tu as donné à Mario, à Noël? Comment ça va? Hey, ça va bien, vous autres? Pas pire. Est-ce que tu connais Mario Benjamin? Mario Benjamin, on parle du chanteur. Ou on parle du chanteur? Ouais, ben, Parce qu'on vous confond quand je parle de toi. Ah oui, pourtant, c'est complètement d'autres choses, je pense, non? C'est complètement autre chose, évidemment. On vous confond juste à cause du nom qui est un peu similaire. Ouais, les initiales, hein, c'est chiant, ça. les initiales, par où commencer. En nouvelle brève, Marianne, tu fais te cloner sa carte. Ben oui, si le voleur est à l'écoute, je tiens à dire que c'est pas vraiment gentil. Bon voyage aux États-Unis, by the way. Mets-nous en contexte, là, les gens veulent savoir. L'individu qui a cloné ma carte a retiré de l'argent aux États-Unis et je sais pas ce qu'il s'en allait faire. Là, peut-être, on peut pas savoir aussi qu'il l'a retiré. Virer shopping à New York, tant mieux pour lui. Ben Mais oui, en même temps, tu te payerais jamais. Là, il y a Maxos, Niquette et Dom qui sont pas là aujourd'hui. Ça en allait peut-être à nous. On le sait pas. Fait que toi, t'as appris ça 5 minutes avant d'entrer en onde, à peu près. C'est ça, ouais. Fait que tu vas être... Je suis dedans, là. T'es dedans. Ben, c'est bien parfait, puis on va se mettre dans le but. Alors voilà, Mario Bélanger, on va commencer tranquillement d'abord avec notre thème invité. T'es l'invité à décider. Assis-toi, ça va de t'en parler. Va t'en niaiser! Bonsoir. Hey! Salut! Oui, ça va. Ouais, alors, on va poser les vraies questions. Mario Bélanger, t'es né à Trois-Pistoles le 6 février 1965. Tu es donc un Verseau comme moi, c'est exact? Oui, on aime ça, Verseau, hein? Oh, je suis pas ça Moi trop. aussi, je suis Verseau. Moi aussi. Ah, t'es Verseau, Mario? Généralement, oui, les Julien. Verseaux sont cool, selon un sondage Notre que j'ai fête est fait à moi-même. une semaine d'intervalle. Puis je me rappelais pas que t'étais Ouais. Verseau. Ouais. Non, Non, mais je je sais. m'en rappelais. Tu te souviens jamais de ma fête. Ben, t'es pas sur Facebook. Ben, c'est ça. Je suis pogné avec une bande de Verseaux. Ouais, oui. Ah ouais. Comment tu vis ça? Et ça, je t'avais invité pour qu'on parle d'horoscope. Ah, Essentiellement. Puis, c'est ça. Sinon, écoute, selon ta page Wikipédia, je me suis renseigné. Je savais que tu étais humoriste, comédien, animateur, mais je savais pas que tu étais DJ. Ben oui, je suis DJ à temps perdu, disons. Puis étrangement, de ce temps-ci, je fais du bénévolat. Je suis DJ pour une place de personnes âgées. Ah, mon Dieu. Et ça, c'est toute une Est-ce expérience. que ça garde jeune ou ça vieillit faire ça? Hey, ça garde jeune. Je sors Ok, de là, alors. je me dis, maudit que je suis en shape. Vraiment, là, Puis ils adorent ça, ça les stimule. Écoute, je lui mets juste des tunes up, par exemple. Je mets pas de tunes Ouais. down parce que... Ils dansent pas des slows à la fin de la soirée. Non, mais pas juste ça. C'est qu'il y a tellement de chansons tristes de personnes âgées. Là. Moi, j'embarque pas là-dedans. Fait que Ouais, je mets ouais. juste des tunes de fun, puis... Écoute, ça danse. C'est une question culturelle. Hein. Dans d'autres cultures, les personnes âgées, on les voit comme des sages, puis on habite avec, puis tout.
C'est ça, c'est un peu dommage, mais bon, Oui. ainsi va la vie qui va, comme dirait l'autre. Ah ben oui, tu dois la mettre, celle-là, des fois. Non, jamais. Oui. Sinon, ta première apparition officielle sur scène remonte à 1983, alors que tu imitais Plume la Traverse. C'est Ben exact. oui. C'est quoi ça avait l'air, ça? Ah ouais? Écoute, ça fait 30 ans maintenant. En fait, parle pas de ça. Je veux dire, ça fait 3 ans maintenant, je veux dire, excuse-moi. Ouais, ça fait 3 ans. Non, c'est ça, c'est que c'était une de mes premières expériences. C'était à Polyvalente, puis on m'avait demandé... Il y avait un de mes amis qui jouait de la guitare, Eric, je le salue d'ailleurs. Salut, Eric. Il nous écoute, mais il chantait pas. Fait que là, on tripait sur Plume à l'époque, l'album Noir et Blanc, je sais pas si ça vous dit quelque chose. Oui, c'est mon préféré avec Pomme de route. C'est ça, c'est enregistré au Patriote, je pense. La scène avait l'air grande comme ma main, à peu près. Là. Bref, donc c'est ça. Et puis, il y avait Terre de Soleil qui était là-dessus. Puis là, il dit, c'est vrai qu'on chante Terre de Soleil, tu sais, de Plume, tout ça. Puis là, moi, OK. Puis là, évidemment, à l'époque, je copiais carrément ce que Plume faisait, dans le sens que je faisais faire les vagues par le monde dans la salle, les goélands, tout ça. Ouais, les mouettes, je trouvais ça drôle quand j'étais jeune. Ça avait eu un gros succès, puis honnêtement, je suis sorti de là, je flottais un peu, je me disais, attends, je viens de faire de la scène, moi, là. Parce qu'à l'époque, j'avais même pas fait d'impro encore, là. Puis c'était c'était la première fois que je faisais quelque chose pour du monde, là, puis que ça marchait, puis le lendemain, le monde m'en parlait. C'était, wow, attends, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que j'étais assez gêné, moi, fondamentalement, à l'époque, puis là, faire ça, c'était OK. Ouais. Là, il sauve une porte, là, je pense. On en parle encore aujourd'hui, 40 ans plus tard. Fait que il rajoute 10 ans. Alors, c'est là 50 ans, là. C'est pas rien. Puis après ça, t'as fait, semble-t-il, une session à l'université. T'as étudié en quoi? En fait, j'ai été trop longtemps à l'école, puis ça n'a pas donné grand-chose. Je suis resté 8 ans à l'école. Non, mais c'est ça, c'est que j'ai été à l'UQAR, à Rimouski, pendant une session. Après ça, j'ai fait un an de conservatoire de musique à Rimouski aussi. Après ça, je suis arrivé... c'est compliqué. Non, mais j'ai été à l'UQAR, à l'Université Laval. Oui. 2 ans, un an en cinéma puis un an en théâtre. J'ai fait ça moi aussi, un an de cinéma à l'Université Laval. Puis c'était le fun, mais c'était bien théorique tout ça. T'sais. Là, je pense que le programme a changé, mais à l'époque, c'était bien théorique. Non, justement, moi je l'ai fait là, 18 ans, Marianne aussi, n'est-ce pas? Puis on touche pas une caméra. C'est de valeur. Ouais. Surtout t'es jeune. Ils veulent faire des penseurs du cinéma, disons, plutôt que des artisans, mais parce qu'ils se disent que c'est la première étape qui est souvent négligée. Je comprends, mais en même temps, t'es jeune, t'as le feu au cul, t'as le goût de faire plein d'affaires. Là, t'es pogné pour lire des théories, gars. Je sais pas, chacun son point de vue, mais moi... Non, je comprends. Mais tu sais, en même temps, en théâtre, on se défoulait en impro. Moi, la Lui, j'ai trippé à faire la Lui, là, à Québec. Fait que, c'est ça compensait quand même le fait que c'était bien théorique. Le théâtre russe, tu sais... c'est pas dans ma palette, t'as pris ma barre. Mais en même temps, c'est intéressant. Avec le recul, tu dis, bon, finalement, j'ai appris 2-3 affaires. Mais... Bon, ouais, on les retient encore un peu. Ça va pas bien. Et après ça, t'es allé à l'école de l'humour, à la première année de l'école de l'humour. Non, la deuxième. La deuxième, regarde mes sources. La première année, c'était Jean-Marc Parent, François Massicotte, qui est Daniel Thibault. Des no-names. Non, mais c'est des noms. Jean-Marc Paquet? Jean-Marc Paquet, oui. Puis c'est ça, la deuxième année, j'étais avec Claudine Mercier, Guy Nantel et compagnie. Nantel qui ressemble physiquement à Nicolas, je trouve. Est-ce que tu peux... pour les gens à la maison, on va décrire. Non, mais en fait, peut-être un petit peu, mais... Ouais. Avec quelqu'un qui l'a côtoyé trouve qu'un petit peu. Bon. Mais non, mais c'est mince. Là, gars, ouais. Contrairement à moi. Puis la première année, écoute, Niquette, t'es la deuxième finalement, là, ça fuck ma question, mais Mathieu Niquette m'a dit que dans ce temps-là, on était payé pour aller à l'école de l'humour. Est-ce que tu peux me confirmer que Niquette me dit pas de la bullshit? Oui, on était payé. Vous étiez payé? Oui, on était payé. Les temps ont changé un peu. Oui, ça a changé. Mais comment il faisait fonctionner ça? En fait, c'est qu'il fallait être sans emploi. Ce qui était le cas de quelques personnes quand même. Et puis, c'était un programme gouvernemental, ça, l'école démarrait. Fait que là, bon... Vous voyez ça comme un investissement, en quelque sorte. Oui, puis c'était très agréable. Ce qui a été vraiment, je pense, moi, je dirais, l'affaire la plus plate, c'est quand l'année où, là, les gens ont dû payer. Là, ils devaient se sentir un peu, oh, shit, j'aurais dû retourner dans le temps, dans le passé, l'année d'avant. Mais non, c'est ça. Puis à l'époque, c'était agréable. Quand même, tu reçois un chèque, puis tu... Ben oui. Puis... Mais quand même, c'était beaucoup de travail. L'école de l'humour, on dit toutes sortes d'affaires là-dessus, mais c'est beaucoup de travail. T'sais. À chaque semaine, il faut pondre un numéro, tout ça, puis toutes sortes de cours. À l'époque, c'était un peu expérimental, mais aujourd'hui, à l'heure où on se parle, c'est au quart de tour quand même. T'es bien placé pour le savoir parce que tu enseignes maintenant à l'école de l'humour. Oui, j'enseigne, mais c'est les cours du soir quand même. OK. Mais quand même, les cours du soir aussi, c'est beaucoup de travail, mine de rien. Je l'ai fait, j'ai fait le cours d'auteur. J'avais eu Snick comme prof. Oui, ça devait être bien quand même. C'était très bien, c'était bien fun. Il y a un prof qui s'appelle Snake.
Snake. Il s'appelle Jake de Snake Roberts. Il s'appelle Snake. C'est plus élevé que je pensais. Ah ouais, là. C'est littéralement un serpent qui enseigne à l'école. Comme dans le livre de la jungle. Ah ouais. Non, c'était Snick, c'est Jean-François son nom. Nicolas, j'avais un jeu un blanc. Snick, puis il s'appelait comme ça parce qu'il, c'était son surnom parce qu'il vendait des chaussures, je pense, à une certaine époque de sa vie. Je sais pas la genèse. Il l'avait dit, ça se peut. Mais bon. Pourquoi pas? On le salue. Oui. Voilà. À part de ça, sinon, t'as participé à pas mal d'émissions, t'as participé aux Invincibles, à Caméra Café. Ce que je pense qui est, puis tu me diras chez Tard, que ton rôle le plus connu, je pense que c'est JP dans 0340. Est-ce que ça se peut? Non. Non, tu penses pas? Les gens m'en parlent rarement maintenant. Vraiment? Là, maintenant, c'est le gros bon sens. Puis Caméra Café, c'est deux. Puis des fois, Mario Rock. Ouais, Mario Rock, j'aurais mis ça en Des fois, les gens me disent hey, c'est toi qui faisais Mario Rock? Là, je fais oui, aïe! Il y en a qui en reviennent pas. Là, quel genre de gens abordent Mario Rock? C'est des tripeux, généralement. Là. C'est rare que c'est une personne de 90 ans. Est-ce qu'il y a des gens qui abordent Guy Concordia? Guy Concordia, pas beaucoup, mais il y en a qui se rappellent du gars des toasts. OK. Guy Concordia, je le connais pas, lui. Non? Moi, j'ai vu ce numéro-là sur YouTube. C'est très, très drôle. Ouais, t'as une bonne chaîne YouTube, hein? Oui, en fait, c'est drôle parce que maintenant, j'ai plus accès. Ah, c'est pas depuis à ton propre compte. Cloner ton compte. Non, Marianne va te dire quoi faire. C'est vraiment étrange parce que ma première chaîne YouTube, c'était M. Bélanger, je sais pas trop quoi. Ouais. Puis là, c'est devenu associé avec Google, je pense. Puis là, mon mot de passe que j'avais ne fonctionne plus. C'est sûr que tu l'as pas juste oublié, ton mot de passe. Non, je le sais. Sauf que c'est ça, j'ai essayé l'autre jour, je voulais comme voir si j'étais capable de rajouter un clip. Fait que là, il a fallu que je me fasse un autre compte, puis j'ai rajouté à peu près une dizaine de clips là, dans un autre compte. Fait que là, à la limite, les clips dont j'ai honte, je peux plus les enlever. Oups! De quel clip t'as particulièrement honte? Qu'on aille le voir, on le mettra sur la page Facebook. Je m'en rappelle plus. Ouais, non, je comprends. On sait c'est quoi. 0340, ça a duré combien de temps, ça? Il me semble que ça a duré comme 5 ans. Ça a duré 4 ans. 4 ans. Je sais pas comment je faisais pondre une chronique par semaine. Mais c'était bon? Moi, j'étais assez fier de ça, honnêtement. Puis ça a pas été trop vu non plus. Puis je faisais exprès à l'époque pour pas être trop... moi, je dirais temporel, là, dans le sens que j'essaie d'être bien vaste. Là, j'en réécoutais ce matin, puis je trouvais ça quand même encore drôle. Le timing est peut-être des fois un peu plus lent, parce qu'aujourd'hui, on le sait, on va super vite. Là, puis, mais quand même, il y a des bonnes affaires, je trouve. Oui. Je vais vous parler des cuillères. Puis là, ça divague. C'est complètement autre chose. La liberté qu'il y avait là-dedans était très le fun, puis c'est grâce un peu au réalisateur qui était Robert Léveillé, qui est encore mon ami. Lui, il a collaboré avec les Bleus Poudres, tout ça, puis c'est quelqu'un qui connaît bien l'humour. Puis il me donnait pas mal carte blanche, puis moi, je l'ai utilisé, la carte blanche, pas mal. Non, mais c'est le fun. Puis je pensais à ça, des émissions jeunesse de même, il y en a fait plus vraiment à Radio-Canada, ça se peut-tu? Moi, j'étais jeune, je capotais sur Félix et Ciboulette, ça me rendait fou. C'est ça, c'est que mes clips. Je regarde plus vraiment la télévision. Je sais que là, il y a les Argonautes, je pense, à la Télé-Québec. Je sais pas. Ça serait peut-être... En fait, je sais pas c'est quoi, mais ce serait plus jeunesse un peu, non? Dans le sens... Dans le sens 5-8 ans, je sais pas. Qui m'éclippe, Julien, je sais pas. Dans le fond, c'est peut-être juste la perception qui est tout fucké. Je pense que oui. Peut-être, mais ceci dit, moi, j'avais l'impression, puis je sais avec beaucoup d'humilité, je veux dire, c'est que je pense que j'étais comme un peu le dernier maillon flyé, là, de création, puis de... Tu sais, j'allais au costume, j'allais aux accessoires. Je prenais la semaine pour faire 3 minutes. Là, je préparais ça pendant une grosse semaine. Après ça, il fallait que je revienne avec un autre truc. Puis, tu sais, puis je choisissais la musique. Je faisais participer les jeunes. Je leur faisais dire des phrases, tout ça. Puis, tu sais, je veux dire, c'était très actif comme truc. Puis, j'aimais ça faire ça, tu sais. Mais là, après ça, je regardais. Puis là, il y a eu Radio... comment il s'appelle avec le gars qui fait de l'impro, là? Moi, je pense que je sais de quoi tu parles, mais je sais pas... En tout cas, bref, mais tu sais, déjà, là, il y a... Pas Radio Enfer en passant aux gens. Non, c'est pas Radio Enfer. Les gens à la maison qui sont comme Radio Enfer! Comment ça s'appelle? Comment ça s'appelle? Mais c'était comme Nouveau-Brunswick, là, un peu... en tout cas, je sais c'est quoi. Barbouchi. C'est un gars qui faisait de l'impro. Comment il s'appelait, non? En tout cas, bref. Puis, il y avait un peu de création là-dedans, mais c'était... en tout cas, bref... Ma phrase finit de même. Non, je comprends ce que tu veux dire. Bon, après ça, sinon, moi j'étais particulièrement beaucoup apprécié dans le gros show. J'ai jasé avec Mike Ward il y a quelques années, puis il m'avait raconté votre première rencontre à ce moment-là. Puis il m'avait dit que, tu me diras si c'était vrai ou non, il m'avait dit que t'étais allé voir son show, puis qu'après son show, t'étais allé le voir pour lui expliquer qu'est-ce que t'avais pas aimé, puis qu'est-ce que t'aurais fait différemment. Est-ce que c'est vrai? Là, on parle d'un numéro de bar ou on parle de son show live? Je sais pas, en fait.
Je me rappelle pas. Je pensais pas utiliser ça éventuellement, cette information-là. Parce que Mike, moi, je l'ai côtoyé à ses débuts. Là. Ah ouais, il faisait de l'impro. Pas de l'impro, je l'ai fait de l'impro. Non, il faisait des numéros au bar qui s'appelait le Dog à l'époque. C'était Saint-Denis-Rachel. Ouais. Puis il faisait d'autres bars, tout ça. Puis après ça, il rentrait à l'école de l'humour. En tout cas, c'est dans ce coin-là. Mais pour ce qui est de donner des critiques, ben moi, c'est un réflexe que j'ai quand je vais voir des shows. Généralement, j'ai un crayon et un papier, puis je prends des petites notes. Tu as toujours un crayon et un papier quand tu vas voir des shows? Ben, dépendamment de qui je vais voir. Mais tu sais, comme Mike, son premier show, je voulais lui donner des cues pour dire, moi, je modifierais ça de même. Mais je pense pas que j'ai dit, ça, j'aime pas ça. Non, mais il est pas... Je l'ai mal raconté, là. C'était drôle, là, quand il racontait. Ça devait être constructif. Parce que je suis vraiment pas le genre à dire, ça, c'est plate. Non, jamais je vais dire ça, ou c'est ultra rare, là. Je vais être des gants blancs jusqu'au cou. Les gants à vaisselle blanc. C'est ça, c'est. Mais non, Mike, l'anecdote par rapport au gros show, c'est que moi, je faisais déjà le personnage de Mario Rock tout seul, tu sais. Puis là, un moment donné, j'avais mes amis qui disaient, peut-être tu pourrais appeler Mike, parce que, bon, ils ont un show qui s'appelle Mike Ward Show, puis déjà, il est avec Paris-Zolo, puis ils font des trucs rock, tout ça, puis ça fait très Mario Rock, tout ça. Puis là, j'appelle Mike, puis je dis ça de même. Il dit, salut, moi, Mario Rock, je verrai peut-être avec vous autres. Tu sais, puis bon, ça donne ça. Puis là, ça reste de même. Puis là, maintenant, le téléphone sonne. Puis là, ma fille a 3 ans, puis elle répond au téléphone. Elle a le droit de répondre. Allô? Oui? OK. Là, on raccroche. Il dit, c'était qui? Tu sais, à l'époque, le téléphone, pour moi, c'était le gros nerf. Là, quelqu'un appelle peut-être. Là, puis, ben oui. Elle dit, je m'en rappelle plus. Fait que là, finalement, il me rappelle, il dit bon, salut, je pense que ta fille, t'as pas fait le message. Voilà, où s'il était un temps soit peu professionnel. Je l'ai dit à sa fille de 3 ans. On va espérer que le message se rende. Fait que c'est ça, donc, il me dit, ben oui, Mario Rock, ça serait cool qu'il soit dans un gros show, tout ça. Fait que là, bon, j'étais dans la première saison. Puis au début, je pensais être là juste pour un épisode. Puis là, ben, finalement, j'étais dans tous les épisodes. OK, sur le bord du dépanneur à chiller. C'est ça, tu sais. Fait que. Après ça, il y a eu la deuxième saison, puis j'étais encore là. Puis ça a été vraiment un beau trip. Puis, ben non, c'était très très bon, le gros show. Je sais pas si ça a vraiment vieilli. Hein? Je l'ai pas regardé récemment. Je l'ai pas réécouté récemment, mais moi, je m'en souviens que j'ai trouvé ça vraiment bon. Non, c'est cool. Puis, il était supposé avoir un film du gros show. Oui, écoute, c'est un projet qui rebondit de temps en temps. Ça existe encore? C'est encore en vie? Ah oui? C'est Martin qui l'a écrit. On s'était fait 1 ou 2 meetings pour brainstormer un peu, savoir où ça pourrait aller, tout ça. Puis, un truc comme à la Foubar, supposons. En tout cas, Ouais, boy, Foubar. Ça, c'était comme un truc faux documentaire, un peu. Oui, un peu Spinal Tap. Ouais. Mais, tu sais, ça, c'est de temps en temps, ça va se faire le film, tout ça. Puis Mike m'a dit ça. Alain Lavoie m'en a parlé un moment donné, qui était réalisateur pour le gros show. Puis, ça arrive pas. Ouais. Fait que je sais pas si à un moment donné, ça va finir par arriver, mais. Je sais pas, ça serait souhaitable, je pense, parce que j'ai l'impression que ça marcherait. Je pense que, en tout cas, il y a un 5e film des Boys d'ici là. Mais oui, je pense que ça pourrait rencontrer son public, puis probablement se faire assez peu de frais par rapport à la plupart des films, disons. Là. Non, mais j'ai le feeling que ça va peut-être se faire, là, tu sais. Comme The Police, ils sont reformés, alors peut-être qu'ils n'ont pas de... Dans 20 ans, Mike Ward a 60 ans qui fait... Parce que on a toutes des perruques, fait qu'à la limite, si on a plus de cheveux, tu sais, let's go, on met notre perruque. Des fois, Mike, il se fuck dans sa voix dans l'émission, puis c'est pas... Ah non, mais... Moi, je me rappelle, maintenant, on avait une take, c'était à côté du dépanneur, justement, puis il y avait du vent, je sais pas trop, je dis, de toute façon, vous allez acheter ça au montage. Hey boy, non! le gars du son m'a dit, non, c'est ça va direct en tape, ça va être bye-bye. Ah bon. Non, mais il y avait un côté boboche de même qui était très drôle. Ouais, même que par rapport à quelque chose comme Caméra Café ou Les Invincibles. Mais Caméra Café, c'est ça c'était vraiment poli. Là. Écoute, on reprenait les takes très, très souvent. Là, on prenait le temps, puis ça, c'était bien le fun aussi. Là, fait que je pense que vous avez d'autres chroniques. Là. Non, mais ça, je t'ai rendu au bout. Non, c'est Marianne qui cherche un stylo. Voilà. Pas dérangé. Puis en terminant, les projets qui s'en viennent. Les projets, écoute, peut-être un petit film cet été. J'ai une amie qui s'appelle René Beaulieu qui a réalisé Le Ring. Je sais pas si il y en a qui ont vu ça. Oui, je connais. C'est un jeune là, qui il rêve d'être lutteur. Là, non, c'est le matou. C'est un peu trash. Non, je l'ai vu, le Ring, ouais. C'était un peu... C'était le premier film produit par Linis, je crois. Ouais, je pense. Puis sinon, j'ai une série web là, qu'on veut peut-être... en tout cas, qui s'enligne bien. Je sais pas ce qui va arriver avec ça.
Sinon, les cours du soir aussi à l'école en janvier. Quoi à part ça? Mathieu, t'as suivi ce cours du soir-là? J'ai suivi. Mario était mon professeur, oui. Je savais pas. Comment c'était? C'était super le fun, pour vrai. Là. Ouais. Oui, j'ai bien aimé ça. Il était avec Christiane Vien. Ouais. C'est un duo. Ben oui. Et puis, on était une belle gang, je pense. Oui, c'était très cool. Puis, mais quand Mario disait qu'il y avait des gants blancs, là, c'est vrai qu'il y en avait. Ah oui? Des fois, il y en a qui. T'es pas toujours bonne tes blagues, Mathieu? Non, moi j'étais dégueulasse, mais il disait tout le temps que c'était drôle. T'as du potentiel. C'est un univers particulier. Non, mais j'ai demandé de participer à de mes clips de Put Rock d'ailleurs. Vous l'avez vu peut-être ce clip-là, non? Non, je l'ai pas vu. Non, mais oui, il fait. La femme à barbe et Put Rock se rencontrent. Il fait ma copine dans le clip. Eh boy. C'est sur le compte de Mario qu'il peut plus utiliser. Il peut plus l'effacer. On va aller le mettre sur la page Facebook de l'émission. Ça s'appelle Put Rock dur octobre ou dur novembre, je me rappelle. Dur octobre ou dur novembre. Ouais, un des deux. Put Rock dur novembre. Ouais. Je vois que ça va être chaud. Mario, tu m'as envoyé à peu près 10 tunes. Veux-tu que j'y joue? Qu'est-ce que... Lequel là, tu cherches un air musical à faire jouer, c'est ça? Ah, moi, j'ai des chansons aussi, sinon, mais tu m'avais envoyé des tunes, je sais pas trop. Tu peux mettre la chanson des handicapés, peut-être. Peux-tu nous la mettre en contexte? L'idée, c'est que ça va avec la petite lecture que je voulais faire tantôt. OK. On peut faire ça après la tune, simplement. Ah, OK, bonne idée. C'est une bonne idée? Parfait. Des bonnes idées à Décideret. Je suis heureux, mes chers amis, de chanter pour vous ce soir. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Nous devons bien le comprendre et aussi les aimer. Mon cœur veut rendre hommage à tous ces gens handicapés, ceux qui sont privés de leurs membres et qui ne peuvent marcher, vivent dans une chaise roulante durant de longues journées. Ils ont beaucoup de courage, à tous ces gens handicapés. Je remercie la Providence de m'avoir donné mes mains aussi mes jambes. Quand je fais ma prière le soir avant de m'endormir, je prie notre Père de ne pas les laisser souffrir. Quand on vit dans la solitude et que l'on se sent renfermé, l'on vit font pleurer. Ils ont beaucoup de courage, beaucoup d'amour à donner. Mon cœur veut rendre hommage à tous ces gens handicapés. Mon cœur veut rendre hommage à tous ces gens handicapés. Salut, ici le chanteur Jonathan Roy. C'est en écoutant des si et des ré que j'ai eu l'idée d'écrire la chanson « Je coule en toi ». Jonathan Roy nous a envoyé ça. Ben oui, oui, le fils de Patrick Roy. Voilà, alors, non, c'est ça, on a des...
Des collaborateurs. Des collaborateurs, on en a beaucoup. Ben oui, alors Mario, tu disais que tu avais un petit texte pour nous. Ouais, c'est ça. Ben, c'est pour faire un lien avec la chanson. Là. Ça, c'est chanté par Yvon Durand. OK. Puis on dirait vraiment que c'est une femme qui chante. Je sais pas si c'est un peu bizarre. On le salue. Fait que cette tune-là, mélangée à mon expérience de DJ pour place de personnes âgées. Ça, t'as joué pas celle-là quand t'es. Non. Ça a donné un texte que j'ai écrit. En fait, c'est Monsieur et Madame Fizet. OK. C'est déjà drôle. Monsieur et Madame Fizet qui parle. Tu sais. OK. Bonjour. Dans 6 mois, ce sera ma fête. J'ai hâte. Youpi. L'autre jour, on a été au Canadian Tire. J'ai trouvé ça beau. Tout était bien classé. Ici, on regarde beaucoup la télévision. Ma fête, il va y avoir un gâteau. Un gâteau McCain avec des petites pinouches brunes dessus. C'est bon. Je pense que c'est au chocolat. Au Canadian Tire, il n'y a pas d'auto. Mais il y a des morceaux d'auto. Ça donne le goût de faire du casse-tête. Même si c'est pas un paysage d'automne, de montagne ou de face de petit chat bébé. À la télévision, ça parle de voile sur la tête de d'autres races. Ça fait de la chicane. Quand il y a des voiles à la télévision, je me ferme les yeux. Tout simplement. Ça faisait bien longtemps que je voulais essayer ça. Je savais pas comment ça allait se passer. Au bout du compte, ça a bien été. J'ai mis du ketchup dans mes cornflakes. Je pense pas le refaire, à moins d'être obligé. La prochaine fois, je vais peut-être mettre de la moutarde dans mes riz crispés. Ça presse pas. Je vais le faire quand ça va me tenter. Mais je suis pas prêt. Au Canadian Tire, il y avait des sacs de poubelle, des clés, des serviettes, du jus, des affaires rouges, des petites patentes, des grosses pinouches, puis bien des boîtes pour mettre d'autres boîtes dans d'autres boîtes. Ça faisait longtemps que j'ai pas eu de visite. Je comprends pas ça. Mais je comprends. Ils ont pas le temps. Moi aussi, j'ai pas bien de temps. Il y a toujours quelque chose à faire. Je regarde la télévision, je me couche. Le préposé arrive, c'est le temps de la collation. Je colorie dans mon livre à colorier. Je me recouche. Première chose que je sais, la journée est passée. Tu vois, demain dimanche. Et ainsi de suite. Et c'est pas fini. C'est rien qu'un début. Star Academy, c'était beau. Surtout la première année. Les autres années, c'était pas comme la première année. J'ai envie d'aller aux toilettes. J'ai jamais pris de drogue. Je vais retourner au Canadian Tire. Des pilules, ça sent le ballonné. Wilfrid le boutinier. Ma fête au Canadian Tire. Ah, bravo. Ça, la lettre s'adressait à qui? Je ne sais pas, mais tu sais, c'est une espèce de personnage que je travaille présentement. Là, mais il est merveilleux. Qui fait pitié, puis en même temps, ben, tu sais, qui s'est déconnecté. Là. J'aime bien ça, ce genre de personnage-là. Que... Ketchup dans les céréales. Ben oui. Combien de fois qu'on a vécu ça? Ben oui. Mais on y croit, en plus, il y a vraiment un flot de pensée naturel, il me semble. Ben, tout est mélangé, puis tu sais pas trop, tu sais, mais en même temps, c'est ça la vie aussi. Ouais, puis c'est émouvant en même temps. Ben, merci beaucoup. On va continuer avec Mathieu. Allô? Je vais te faire ton thème. Ah ouais, j'ai un thème? Ouais. Mathieu Charon, il a les cheveux longs. Mathieu Charon, il sent pas bon. Mathieu Charon, c'est qui est con. Fait que voilà. Ben, c'était merveilleux. Oui. Bon, mais moi, aujourd'hui, j'avais le goût de vous parler de lutte. Je sais pas si vous êtes tous des néophytes en lutte. Connaissez-vous un peu la lutte? Moi, je connais ça un peu. Ouais, je connais la lutte des années 90. OK, c'est bon. Je connais Mad Dog Vachon. Bon, ben, on a des référents, c'est bon. Ouais. En fait, je vais vous conter des anecdotes qui s'est passées pas mal en arrière-scène de la lutte, parce qu'il s'en est passé des choses. T'as-tu arrangé la lutte? Ben oui, malheureusement. Bon. Mais ce que je vais dire, c'est pas arrangé, ça vient de la bouche des lutteurs eux-mêmes. Première anecdote que je vais vous conter, c'est un truc qui s'est passé en 2002, qui a été surnommé Plane Ride from Hell, le vol d'avion de l'enfer. On a un appel, Mathieu. Oui? Excuse-moi. Décidérez.
Bonjour. 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 C'est moi. C'est Mathieu Niquette? Oui, c'est Mathieu Niquette. Oui, ça va? Qu'est-ce qu'il y a quoi de neuf? Eh ben, ça va bien, vous autres? Ben là, t'interromps la chronique à Mathieu Charon. Ouais, mais c'est pas grave, c'est Cyber Tomate. Hein? Ouais, c'est Cyber Tomate, c'est ça. Mathieu, t'es où? T'es-tu aux États-Unis, là? Je suis à Châteauguay, presque aux États-Unis. Hop là, OK. En tout cas... Ouais. Non, on est moi, Maxime et Dom, on est en ce moment à une activité de Noël à Châteauguay. Maxime joue le grincheux, puis moi puis Dom, on joue des coureurs des bois. Des bûcherons coureurs des bois. Dominique est capable de courir? Non, Dominique court pas, non. Il va être content d'entendre ça. Puis, non, mais j'aimerais saluer Mario. Hey, un gros salut, man. C'est vous rencontrez? Ben, on s'est déjà vu, on s'est croisés quelques fois dans les manifestations l'année passée, en fait. Je savais puis pas on s'est vu dans le temps du Saint-Cyboire, dans le temps des femmes à barbe, pas de barbe. Je suis comme l'accessoire des Pic-Bois, si tu veux. Ben oui. L'accessoire. Voilà. Puis en fait, je t'appelais parce que moi, j'ai une question pertinente à poser à Mario, si tu me permets, Julien. Ah, vas-y. Hey, Julien, Mario, j'ai écouté, cette semaine, j'ai écouté un documentaire qui s'appelle That Guy and That Thing. Puis c'est un documentaire sur tous les acteurs américains qui jouent tout le temps des troisièmes rôles, puis qui sont tout le temps vus partout, fait qu'ils se font reconnaître énormément dans la rue. Puis ça m'a fait penser à toi, parce que je savais qu'on te recevait. Puis je me demandais à quelle fréquence ça t'arrive dans la vie de te faire reconnaître, parce que t'es quelqu'un qu'on a vu régulièrement à la télévision. C'est quelque chose qui t'arrive fréquemment? Je dirais que ça arrive, peut-être moins à Montréal, parce que, à Montréal, il y a une très grande diversité, disons. Ben oui. Mais, écoute, j'arrive à Sept-Îles, à Chicoutimi, Rimouski, là, le monde fait « wow », là. C'est Mario Rock. Non, mais il dit hey, « c'est gros bon sens ». Mais, disons que ça arrive aussi que des fois, le monde me regarde, puis il pogne le fixe, tu sais. Il me dit quelque chose, mais où, puis quand, puis... Ou tu sais, comme j'ai été à Gatineau hier, puis c'était la même affaire. Ta face me dit quelque chose, mais en tout cas. Fait que là, mais moi, des fois, je le dis, bon, oui, j'ai fait un peu de télévision, tout ça, mais des fois, je le dis pas. Fait que là, je laisse la personne un peu dans le vague, tu sais. Puis là, je me dis, peut-être, t'arrives chez elle, puis elle fait, OK, je sais c'est qui, tu sais. Ça va devenir quelqu'un de mystérieux pour plein de gens. C'est ça, tu sais, une espèce de. Mais en même temps, j'haïs pas ça, tu sais, que ce soit vague, tu sais. Contrairement, mettons, à Badouri ou à Louis-José Hood, que là, c'est clair, tu sais. Il peut pas le Canada Tire, eux autres. Il doit se faire achaler un petit peu. C'est ça que les gens disaient aussi dans le documentaire, les comédiens, un commentaire qui revenait souvent, c'est exactement ça qu'ils disaient. Je suis chanceux d'avoir la vie privée. Je réussis à gagner ma vie avec ce que je fais en tant que comédien, mais je réussis à avoir une vie à moi. Puis ils trouvaient, eux autres, que c'est comme l'espèce de meilleur des deux mondes, dans le fond. Ouais, c'est pas bête, ça, comme réflexion, parce qu'effectivement, puis être en guillemets, une vedette, là, ça peut être tough aussi. Faut être capable de l'assumer, puis faut... T'évites les scandales. Vivre avec ça. Ben, parlez-en à Guillaume et Marie-Lou, hein. Ouais, ça, c'est... J'ai pas trouvé ça cool, quand même. Non, vraiment. Puis, tu sais, gars, c'est du monde... Comment je dirais? C'est ceux qui sont publics, là, mais, tu sais, en même temps, ils ont leur vie, puis, tu sais, gars, en tout cas... On peut en parler longtemps. On va voir quel impact ça aurait quand ils vont réellement se laisser. Là, ça va être le monde. La planète va exploser. Qu'est-ce que ça fait, je veux dire? C'est bien, c'est ça. C'est étrange, ces affaires-là. Moi, parce que des fois, il arrive quelque chose à quelqu'un, ça pogne les nerfs, puis d'autres fois, il arrive quelque chose, puis il se passe rien. Tu sais, comme Mini Ray Cyrus, là, tu sais, là. Je veux dire, elle est devenue une méga star, je veux dire, avec ses scandales, tu sais. Oui. Alors que l'autre, la sœur de Michael Jackson, tu sais, elle s'est montrée un bout de sein, puis tout le monde l'haïssait, puis tu vas mourir. Puis, je comprends pas que... Tu vas mourir. Je comprends pas. Non, mais tu comprends. Non, je comprends. Deux poids, deux mesures. Ou quelqu'un dit son opinion, puis là, il est bâché. D'autres fois, quelqu'un dit son opinion, puis il est aimé au bout, puis lui, là, c'est un croquant, puis il a pas peur de dire son opinion. Fait que, tu sais, c'est bien particulier. Des fois, je comprends pas. En tout cas, on dirait que quand ça part d'un côté unanimement, puis les gens se campent rapidement sur leur position. Ça fait des gros affrontements. En tout cas, c'est tout un débat. Ben, ça répond à ta question, Mathieu? Oui, tout à fait. D'ailleurs, je vais vous laisser avec... j'ai un ami avec moi, quelqu'un qui s'intéresse beaucoup à la politique. Okay. C'est un analyste politique qui, d'habitude, parle sur une autre tribune, mais là, il se prête au jeu de choc. Fait que je vous le passe à l'instant. OK. C'est intriguant. Finalement, ça me tente plus de faire ça, là. Allô? Alors, c'est Dom Massy. Ouais, c'est Dom Massy, là. Je voulais pas faire genre la pierre, finalement. Hey, moi, j'aurais juste une question à poser pour Mario. J'ai hâte de voir c'est quoi. Oui, vas-y, Dom. Qu'est-ce que je fais ici? Hey, Mario, tu te la secoues-tu? Écoute... Je comprends pas que j'ai pas demandé ça, genre d'émission. Est-ce que... T'es pas obligé de répondre, Mario. OK,
OK, hey, je vous passe quelqu'un d'autre. Ah non, c'est vrai. On a une émission à faire, là. Oui, allô? Oui, Maxime. Ben oui, mon Dieu, vous allez faire le tour... Oui, de tous les... Ben, c'est la dernière de la saison. Je voulais que tout le monde fasse une apparition, hein. Ben voilà. Et moi, là, en ce moment, écoutez, vous croiriez pas à ça, je suis maquillé en grincheux. Oh, ça doit être drôle. Prends des photos, mets-les sur Facebook. Pareil comme Jim Carrey. T'as-tu une question pour Mario Bélanger? Non, mais en fait, j'ai une petite anecdote à vous raconter. Ah ouais, ben vas-y. C'est que, là, moi, tantôt, là, moi puis le Père Noël, on va faire un petit sketch, là. On s'est organisé un petit sketch, là. Puis là, en gros, c'est que je m'en vais pour voler les cadeaux du Père Noël, tu sais, vu que je suis le grincheux. Puis là, je vais m'asseoir sur son trône, tu sais. Puis là, le Père Noël, il va me surprendre avec les enfants. Puis il va me prendre par derrière. Puis là, moi, je vais dire, non, là, hey, lâche-moi le cul, espèce de vieux pédo, là, tu sais. Puis là, je vais me débattre. Puis je vais dire, non, tu sais. Oui. Lâche-moi le cul, espèce de vieux. Ouais, ben écoute, je pense que les enfants vont adorer. Ouais. Puis j'aurais une question pour Mario. Ouais, vas-y. Fais ça vite parce que Mathieu est en maudit. Ouais, Mathieu, sa chronique. Mathieu, il peut pas faire sa chronique. Vas-y. C'est pas grave. Est-ce que la chronique de Mathieu, t'as le goût de l'entendre? Je comprends pas que j'ai pas demandé ça à l'émission. Ben oui, on aime Mathieu. Oh, on l'aime comme il est, là. Puis la lutte, c'est un dossier chaud. Ben c'est ça. Très depuis de lutte. Ouais, on va parler de lutte, ouais. Goldust, oh yeah! Ben, merci beaucoup de votre appel. Merci, hein, puis à bientôt. Bon, ben, je vous laisse aller, puis là, moi, je m'en vais répéter mon sketch avec le Père Noël. Je pense que Marianne a de quoi te dire, Marianne? Ben, joyeux Noël. Ah, OK. Ah, c'était ça. Merci, joyeux Noël, la gang. Ouais, joyeux Noël, la gang. Joyeux Noël à vous autres. Joyeux Noël aux auditeurs aussi. C'est ça, joyeux Noël tout le monde. Hey. Bye, Max. Continuez de vous la secouer, OK? OK, bye. Voilà, alors, c'était Maxime. T'as tout un préambule. Alors, la chronique à Mathieu. Oui, hey, je t'ai rendu... Ben, t'as commencé, là. Ouais, c'est ça. Tu peux recommencer ton idée. Ouais, là, ben, non, en fait, c'est ça. Je vais vous conter conter des anecdotes qui s'est passées backstage de lutte. Plane Ride from Hell, il y a un voyage d'avion que les lutteurs ont fait en 2002. Ils revenaient d'Angleterre d'un pay-per-view nommé Insurrection. Puis là, ben, tout le monde était bien content. Puis Vince McMahon, le patron, a décidé dans l'avion de payer la traite à tout le monde. Il a dit, c'est bar ouvert pour tout le monde. Laissez-vous aller. C'est un avion plein de lutteurs. C'est un avion plein de lutteurs. Il y a un sitcom là-dedans. L'avion des lutteurs. Plein d'alcool, plein de lutteurs, plein de testostérone et plein de drogue. Ça a-tu lutté? Oui. Oui. Incident dans l'avion. Kurt Hennig, Mr. Perfect, je sais pas si Mr. Perfect. Mr. Perfect. Oui. Brock Lesnar, qui était là en 2002. Je sais pas si je réponds, là. Non, laisse-le faire sa chronique. Ouais, réponds pas. Un instant, ce sera pas long. Je sais pas comment faire ça. Ouais, il est pas un bon technicien. Vas-y, Mathieu, continue. Fait que Brock Lesnar, qui a fait du UFC par après, puis qui est revenu aujourd'hui dans la lutte, c'était un peu astiné avec Kurt Hennig, parce que Kurt Hennig, lui, c'était un joueur de tour. Puis il commençait un peu à chaler Brock Lesnar en disant « Ah, moi, je suis meilleur lutteur que toi. » Puis c'était deux gars de la même place, ils viennent tous deux du Minnesota. Fait que, tu sais, il y a un peu de compétition entre les deux. Puis là, ça a comme dégénéré. Ils ont comme commencé dans l'avion. Oui, dans l'avion. Puis ils ont été obligés de les séparer quand Brock Lesnar a pris Mr. Perfect de tout son corps, puis il l'a slamé sa porte de secours de l'avion, la sortie d'urgence. Hey, wow! Ils ont fait OK, là, ça suffit, les gars. Autre incident qui s'est passé dans l'avion. Ça prend beaucoup d'alcool pour des lutteurs, j'imagine. Oui, ça en prend beaucoup. Goldust, que notre ami Maxime nous parlait, était un peu sous lui aussi, puis son ex était dans l'avion, puis il a commencé à y chanter il a commencé à y chanter c'est ça. Chanter la pomme. Chanter la pomme, et puis elle était pas à l'aise. Puis le commentateur Jim Ross a été obligé de dire là que Goldust, calme-toi, elle aime pas ça. Goldust, est-ce que c'était lui qui était bizarre, qui était tout en spandex? Tout en or, avec une perruque qui était comme androgyne un peu. Oui, c'est ça. Okay, ils sont pas mal tous en spandex et androgyne. Oui. Non, mais lui, il avait lui, il était doré en plus. Exact. Autre incident, Michael Hayes. Je sais pas si vous savez c'est qui. Il était dans les années 80, il faisait partie des Freebird. Son surnom, c'est... Ouais, Michael Freebird, il était 3. Puis aujourd'hui, en tout cas, il est scripteur en chef pour des événements de lutte. Ah. Et puis, lui, quand il boit, il est désagréable. Il est désagréable. Puis en plus, il est un lutteur. En plus. Puis, il rentre dans l'avion. Puis, la femme de Vince McMahon, Linda McMahon, qui était assise comme dans un siège, puis
je sais pas pourquoi, Michael Hayes s'est trompé entre la toilette puis Linda McMahon. Il a commencé, il était là, wait a minute, puis il commençait à pisser sur Linda, mais je pense que ils ont réussi à... Mais ça, c'était un avion privé, il y avait juste les lutteurs, il n'y avait pas de grand public mélangé à ça. Non, il n'y avait pas de grand public. Le même Michael Hayes qui s'est dit, bon, tant qu'à continuer dans nos niaiseries, on va continuer. est allé voir un autre lutteur qui s'appelle John Bradshaw Layfield, qui dormait sur son siège, puis lui, il avait eu un combat dans le pay-per-view avant, puis comme on dit dans le métier, il s'était fait une coupure pour saigner. Ouais. Puis là, il y avait comme un front où ça saigne abondamment. Exactement. Puis là, il y avait un plaster, puis là, Michael Hayes a décidé, comme ça, de donner un petit coup sur le plaster de Bradshaw, puis ça s'est mis à saigner. Puis, tu sais, Bradshaw, il était tout en habit, puis il savait pas ce qui se passait, il dormait. Fait que son premier réflexe a été de se réveiller puis de knocker Michael Hayes. Ça joue dur dans ce milieu-là. Ça joue très dur. Ça joue très dur. Ils s'amusent là, comme des grands enfants. Oui, exactement. Il y a Scott Hall, qui est son vrai nom. C'est son vrai nom, Scott Hall, qui est connu sous le nom de Razor Ramon. Razor Ramon. Lui était sur le GHB. Il va prendre beaucoup de GHB pour un lutteur. C'est naturel. Oui. Faut que tu boives toute la bouteille. Là. Exact. Puis il a passé les douanes sans connaissance. Ils l'ont poussé en chaise roulante. Il était sans connaissance. Pour la fouille, c'est parfait. Oui, c'est ça. Lui, il était bien docile. Ah, il aimait ça. Il était sur le GHB. Il y a X-Pac. Je sais pas si tu connais X-Pac. X-Pac, c'est un petit lutteur. Lui, c'était pas le Kid, ça, avant? Ouais, 1, 2, 3 Kid. Ah, 1, 2, 3 Kid, je me rappelle. Il avait trahi Razor Ramon, justement. Exact. Fait que lui, ce qu'il a décidé, vu que, tu sais, il avait vu que Michael Hayes était un sans-dessin, il a dit, checkez bien ça, les gars, je vais faire quelque chose. Fait que là, Michael Hayes, il met de se faire crisser un coup de poing. Il s'assoit dans un siège, puis là, il regarde tout le monde, puis il y a comme un silence. Là, X-Pac sort des ciseaux de ses pantalons, puis là, il y a comme une espèce d'ambiance. Il fait des ciseaux dans ses pantalons. Ouais. OK. Il a pogné la queue de cheval de Michael Hayes. Il a pogné les ciseaux, puis il a coupé sa queue de cheval. Puis là, le monde a fait « Yeah! » Comme s'il avait fait un but au soccer. Ah bon. Puis il paraît que ce qui passait avec la queue de cheval, c'est que le lendemain, à Raw, il l'a vendu sur eBay. Il l'a collé sur un mur. Puis ouais. Dernière anecdote qui s'est passée dans cet avion-là. Ric tout dans le même avion. C'est toute la même affaire. L'avion des lutteurs. Ric Flair. Oui, Ric Flair qui a été poursuivi pour harcèlement sexuel parce qu'il était sous dans l'avion puis il dansait tout nu dans l'allée. Il était là. Ça j'aimerais voir ça. Puis les hôtesses n'ont pas apprécié son comportement. Ça finit bien. Ça, c'était pour le truc d'avion. Un autre anecdote qui s'est passé dans les années 90, c'est X-Pac. Encore lui. X-Pac, il est souvent là, ouais. Il y avait une fille qui venait de rentrer dans la lutte qui s'appelle Sable. Je sais pas si ça vous dit quelque chose. C'était vers la fin. Quand ils se mettaient à avoir des filles, elles sont toutes pareilles, les filles dans la fin. Une plantureuse blonde, puis en backstage, il paraît qu'elle avait une mauvaise attitude. Puis ça, les lutteurs, il faut vraiment que tu aies beaucoup de respect. C'est bien important, le respect pour les lutteurs. Ça demande une proximité, c'est les choses qu'ils font. Hein. Ben, parlant de proximité, X-Pac, pour la punir, il a dit, bon, je vais t'en faire la proximité. Il est allé chier dans son sac à main. Ah, c'est pas bête, ça. C'est tout en subtilité, leur réaction. Oui, ils sont comme ça, les lutteurs. Ben oui. Bon, qui a chié dans mon sac à main? Qui a refermé le zip. L'histoire nous dira pas si elle a gardé le sac à main en souvenir ou si elle en a acheté un autre. J'ai porté à penser qu'elle l'a crissé au vidange, mais je sais pas. On le sait pas. On n'a pas la fin de l'histoire. Une autre anecdote, Aku, je sais pas si ça vous dit quelque chose. Ça, c'était dans le Roi Lion, ça. Hakuna Matata. Ouais. Aku, il y a eu un autre, il s'appelait Tonga aussi un temps. Tonga, oui. Ça me dit quelque chose, ça. En tout cas, lui, il a une réputation à travers tous les autres lutteurs. C'est le gars le plus tough ever. Lui, un combat de bar, là, tu veux pas l'affronter. Des petites histoires comme ça qui s'est passé. Des combats dans les avions, ça. Il paraît que Aku, lui, il était bien... tu sais, si tu lui disais que la lutte, c'était fake, là, surtout dans ces années-là, quand les gens savaient pas que c'était fake, il prenait ça très au sérieux. Il défendait la lutte, là. Puis, lui-même disait que c'était pas fake? Ouais. Si tu lui disais que c'était fake, là,
il pétait les plombs. Ce qu'il a fait, il a déjà... Il a mangé quelqu'un. Presque. Ah, il a déjà pogné quelqu'un par la mâchoire, puis il a arraché des dents avec ses mains. Ça, c'est illégal de faire ça, je pense. Oui, sur un ring, c'est illégal, mais dans la vie, ben, ça a l'air que non. OK. Ce qu'il a fait aussi, il s'était encore fait dire... Il a fait manger ses dents. Il y a quelqu'un dans un bar qui avait dit « Hey, toi, le lutteur fake. » Il a dit « Ah ouais, il m'a montré c'est fake. » Il l'a pogné, il a pris une mordée sur le nez, puis il a recraché son nez. Il a arraché le nez avec ses dents. Ouais, poursuite. Voilà comment il va, là, maintenant. Là. Ah, ben, il respire beaucoup mieux. OK. Puis, ouais, ça, c'est Aku, qui faisait des... C'était très stable, émotionnellement. Oui. Je veux pas te couper là absolument. Oui. Est-ce qu'on va avoir le temps d'entendre les deux chroniques? Non, mais moi, je peux finir comme ça. Nicolas, il remplit les trous. Mais Marianne, c'est combien de temps ta chronique? Un peu moins de 10 minutes. OK, bon, on va le temps. Moi, ça fait 3 fois que je la remets à plus tard. Ben, je vais vous en compter 2 dernières. C'est bon, c'est bon. 2 dernières. Roddy Piper. Roddy Piper qui s'était battu contre un autre lutteur à WrestleMania 8, je crois. C'était un autre lutteur. Le lutteur était noir. Puis Roddy Piper, dans l'histoire, il s'était comme peint à moitié en noir. Pour, je sais pas. C'est pas très bien vu, généralement. Pour jouer avec sa tête. Ouais, c'est ça, pour jouer avec sa tête. Et puis, là, le combat finit. Puis, tu sais, il y avait une solution pour enlever le noir. Puis, tu sais, il commence à frotter dans la douche. Ça part pas. Là, un lutteur québécois qui était dans la lutte dans ce temps-là, Rick Martel, le modèle. Rick Martel, le modèle. Il est rentré dans la douche avec lui, puis m'a t'aidé, moi. Ils commencent les deux à frotter sa face. C'est jamais parti. Fait que là, il est allé aux douanes, genre avec la moitié de la face noire, puis il était à moitié sous. Puis le gars, il l'a regardé et dit ouais, est-ce que vous avez passé un beau séjour? Étant mon affaire, puis laisse-moi passer. Ce qui s'était passé, en fait, c'était que André le Géant avait pris la solution. Ce coquin-là. Le coquin avait pris la solution pour enlever le noir, puis il l'avait remplacé par de l'eau. Fait que c'est pour ça que ça n'enlevait pas. Une dernière anecdote que je vais vous conter, c'est New Jack, qui était un lutteur de la ECW, plus connu dans cette fédération de lutte-là, qui était une fédération extrême, qui s'était battu contre un gars en Floride, dans un show non télévisé. Et puis, le gars, je sais pas si... En tout cas, les deux, ça a vraiment dégénéré parce que, premièrement, le lutteur comme indépendant qui se battait contre New Jack a commencé à lui donner des coups un peu trop... Vrai, c'est ça. Trop réaliste. Hein. Puis le lutteur... On s'en porte des fois. Hein, oui. New Jack, il l'a pas pris. Puis il faut dire qu'il était sa coke aussi. En plus, New Jack, il est orgueilleux là-dessus. C'est quoi de la coke? Elle a sorti une lame grande, à peu près de 30 cm, puis il a commencé à le poignarder. Ça, il y avait ça dans ses culottes? Oui, le vidéo est sur YouTube. Ça, c'est correct? Je m'en étouffe. Je sais pas si c'est vrai parce qu'on voit la vidéo qu'il poignarde, mais je vois pas de sang. Je me suis dit, est-ce que ça fait partie de l'histoire? Puis c'est à manger. Ouais, mais en tout cas, ça avait l'air dangereux. Ben, on le sait pas, je suis fait pour un poignardé. On l'appellera puis on lui demandera. Oui, c'est vrai, prochaine émission. Mon Dieu, fait que là, j'imagine que tu pourrais continuer pendant des heures. Je pourrais continuer pendant des heures. J'espère être invité justement à votre spécial lutte Royal Rumble. On verra. OK. Il va falloir que tu sois fin. Ouais. Ben non, t'es officiellement invité, Mathieu. Yeah! Et voilà. C'est quand le Royal Rumble, vite de même, à peu près? Au mois de janvier. Ah ouais, ça s'en vient d'abord. Ça va être, je l'annonce tout de suite, voir la 2e édition du Royal Rumble Décidéré en janvier prochain. Moi, j'avais un personnage de lutteur, c'était Renard Man. Renard Man? Ça a viril. Un jour, peut-être, ça va revenir. Excellent. Une série web, dans un avion. Sur le GHB, Renard Man. On va continuer avec Marianne. Marianne, t'es prête? Oui. Salut tout le monde, ici Dan Bigra. Quand je suis pas en train de nettoyer le refuge ou de me battre dans mon ring intérieur avec la rage de l'ange, ben j'écoute des si et des raies. Hey, des si et des raies. Je commence avec toi! Il nous a envoyé ça. Oui. Yeah. En fait, j'ai avec moi un document assez particulier. J'avais déjà mentionné en ondes que j'avais, dans mon très jeune temps, une agence de détective privée. Eh boy.
Tu te souviens, Julien? Oui, je m'en rappelle. Me semble j'en ai déjà dès que tu m'en as parlé, je t'ai dit, il faut que tu fasses une chronique là-dessus. Bon, le temps est venu. Oui, en fait, j'avais environ 10-11 ans. Je voulais faire ça dans la vie, être détective privé. J'ai donc fondé ma propre agence. J'ai construit un petit centre, un petit quartier général et tout était en branle, en fait. Et il y a même eu un cas de résolu. J'ai amené aujourd'hui le rapport d'enquête de l'enquête la plus difficile que j'ai eue à... Et c'est véridique, là. C'est le vrai rapport que tu avais rempli à 11 ans. Il y a plus que 11 ans. Non, mais quand à 11 ans. Oui, c'est ça. Ça fait 30 ans de ça. Exactement. Et là, c'est peut-être un peu audacieux, mais je voulais demander à Mario... De porter sa voix et de lire ce rapport d'enquête qui date de... En fait... comme un peu te diriger. J'étais très influencée par l'esthétique film noir et tout ça. Donc, tu peux y aller comme à froid. Alors, Mario Bélanger va lire un texte que Marianne a écrit à 11 ans. Oui. C'est pas de la bonne radio. Lecture à vue. Rapport de l'affaire Pog. 16 octobre 1995. Un jeune garçon vient me voir. Il avait un air louche. L'affaire me semblait banale mais amusante. Le jeune garçon me semblait très persuasif. Je lui fixai un prix. 5 billets bruns par jour, plus les frais. Et il sursauta, mais il voulait ses POG à tout prix. L'objectif était simple. Retrouver ces POG volés retrouver des POG volés à ce jeune garçon. Il m'a d'abord tout raconté, dans les moindres détails. Je vous explique. La journée même où il est venu, dans l'après-midi, Gabriel Desbiens était assis à l'arrière de l'autobus avec un ami, Hubert Audet, qui a été considéré comme un témoin très, très important. Il était calmement assis et Gabriel Desbiens montrait ses POG à Hubert Audet. Il ne se doutait pas une seconde de ce qu'il allait leur arriver. Tout à coup, 2 garçons non identifiés se mirent à se lancer le sac d'école des 2 jeunes garçons. Ensuite, ils prirent les POG de Gabriel Desbiens. Après quelques lancers, un des 2 garçons prit la boîte et prit la boîte et prit un nombre indéterminé de POG. Gabriel Desbiens réussit à attraper sa boîte après plusieurs essais. Hubert Audet... Je continue comme ça? Oui. On va aller au fond de l'affaire. Moi, je sors quand c'est fini. Oui, moi aussi. Hubert Audet et Gabriel Desbiens les comptèrent et se rendirent compte qu'il en manquait bel et bien le nombre exact, 3. 3 POG. Ouais. Grosse affaire. C'est donc là que Gabriel Desbiens fit appel à mes services. 2 types non identifiés. Ça finit de même. 2 types non identifiés. Point. L'affaire me semblait louche. Qui était-il, en fait? Pourquoi des POG? Était-il là par hasard? Ou tout ça était prémédité? Quel était leur but? Pourquoi avoir d'abord pris le sac d'école? Une diversion, je suppose. C'est bon. Il y avait aussi... Je trouve ça bon. Non, mais une diversion, je suppose, j'aime ça. Voilà. Il y avait aussi le môme Audet. Était-il dans le coup? Est-ce un coup organisé? J'allais chez lui pour des informations et non pour prendre un café. La question était, cracherait-il? C'est une question légitime, je pense. Vas-tu cracher? Je l'ai interrogé pendant longtemps, mais rien. Il niait avoir un lien avec ces malotrus. Malotrus? Il était vrai que Hubert et Gabriel Desbiens se connaissaient depuis longtemps, mais il ne faut plus se fier à personne dans ce monde. Le lendemain, 17 octobre 1995, je fouillai alors de fond en comble les lieux du crime, mais aucune trace de POG. L'affaire se compliquait. Et j'ai soudain eu un flash. La réponse me frappa comme une balle de 44. Eh boy! C'est quoi cette référence-là? Il y a toujours les 2 mêmes garçons à l'arrière de l'autobus. Kevin Demers et Pascal Gingras. Ils étaient les 2 premiers suspects sur la liste. Ces 2 mômes avaient de lourds antécédents avec le chauffeur. La suite des événements se déroula le lendemain, le 18 octobre 1995. J'amenais mes POG à l'école. C'était risqué, mais un détective privé ne se laisse pas attendrir. Et c'est alors que je l'ai aperçu, Pascal Gingras, dans la cour d'école, avec en main sa boîte de POG. Je m'avançais tel un chacal traquant sa proie. On rappelle que c'est Marianne 10 ans.
Tu t'avançais, t'as le chacal. Ça Déjà, le mot chacal, c'est 10 points. C'est là. Puis, je l'ai attaqué. Il m'a offert de... tu l'as attaqué? Il m'a offert... Métaphoriquement. OK. Comme dans le sens de pas vraiment. Il m'a offert de regarder ses pogs en échange qu'il regarde les miens. Je n'allais pas me faire berner telle une mouche poilue. Ah. Ça, c'était boiteux. Bon, celle-là, on l'a moins réussi. Ce connard me tendit ses pogs et prit les miens. Je gardais un œil sur mes pogs. Ce gorille n'allait pas me voler si facilement. En même temps que j'examinais les siens. C'est alors que je les aperçus. Ils étaient là, seuls dans la boîte, les pogs volés. Je regardai le coupable tel un renard et lui demandai « Tu n'aurais pas volé ces pogs à un dénommé Gabriel Desbiens? » Ce connard ria jaune. Ha ha ha. Cela m'a paru clair, comme de l'eau embouteillée. Wow, t'as écrit ça? Les dates sont là, Julien. Cela m'a paru clair comme de l'eau embouteillée. On approche de la fin, attention. Là. C'était encore une autre affaire de régler et d'autres connards sous les verrous. Malheureusement, il n'y avait que 2 pogs. Pour l'autre pog, il a été rééchangé plusieurs fois. Je l'ai interrogé, je peux pas croire que j'ai ça. Je l'ai interrogé pendant des heures, mais il disait toujours qu'il ne savait pas. Pourtant, je le connaissais et il était dur de le faire taire. Affaire classée. Merci. Wow. Là, on va rappeler aux auditeurs que Gabriel Desbiens, c'est ton frère. Oui, exactement. Finalement, c'est ton frère qui t'a demandé de trouver ces 3 pogs. Oui, ben, je lui ai demandé, en fait, j'espérais qu'il appelle, tu sais, pour témoigner de tout ça, mais là, bon. C'est évident, c'est pas fiable. Pas très fiable. Ah, mais c'était peut-être lui le deuxième appel. Ouais. Ah, c'est vrai, j'ai pas répondu. Là, il est chez lui, il pleure. Ouais. Mais là, il y a un POG qui n'avait pas été retrouvé. Fait que c'est pas non plus, en fait, le marché du POG, on se souvient, allait très vite à l'époque. Fait qu'encore aujourd'hui, on ne sait pas où se trouve ce dernier POG. Mais ça l'a craché très rapidement, le marché du POG. Exactement. Ouais, pensez-vous recollaborer encore, Mario puis Marianne? Moi, lire des enquêtes, ça me fait plaisir. Oui. Ben écoute, voilà. T'avais eu d'autres affaires, non? Ben, la disparition de mon vélo, mais qui avait été réglée, en fait, j'étais convaincue que j'avais un cas. Là. Ça faisait quelques jours que je cherchais puis que je ne trouvais pas. Puis là, je m'étais mis c'est ça, sur cette enquête. Finalement, je l'ai retrouvé comme derrière mon agence parce que je l'avais caché. Parce que, bon, tu sais, avec... As-tu créé tes propres enquêtes? Tu cachais tes affaires? Ben, il n'y a pas beaucoup de monde qui communiquait avec elle. On passe son frère. J'étais comme emballée. Puis là, je m'imaginais un peu des trucs. Je me faisais poursuivre. Puis une fois, j'avais comme caché là. Puis j'étais partie à courir. Puis je m'étais pas souvenu que j'avais laissé là. Fait que ça, c'était une autre enquête de régler quand même. T'avais tabassé un voisin pour savoir où est ma bicyclette? Où est... On me confirme sur Facebook que le deuxième appel était Jonathan Drouin. Bon, OK, ça me rassure. Ouais. Désolé, Jonathan. Mais ça me fait penser, si jamais il y a des gens à l'écoute qui ont des problèmes, des soucis, qui ont besoin de services d'enquête. Bon, on pourrait même réouvrir cette enquête-là avec Facebook, retracer les suspects, puis aller au bout de tout ça. Il y avait des pogs qui valaient plus cher aussi. Il y en avait comme en métal, qui étaient comme la... les slammers. Voilà, c'est ça. Voilà. C'était des pogs, en fait, si quelqu'un a ça en sa possession, c'est un pog ninja. OK. C'est un peu vague, là. Ben non, mais c'était une série, là. Pour les spécialistes, ils savent. Pour les spécialistes, ils savent la valeur d'un quelqu'un chez lui, là. Elle l'aura jamais. C'est sûr. Ben écoute, merci Marianne. Ben merci Mario. Merci Mathieu, merci Nicolas, merci à tout le monde qui a appelé, merci Jonathan d'avoir appelé et qu'on n'a pas répondu. Et surtout, merci à Mario Bélanger de t'être prêté à l'exercice des si et des raies. Oui. Ben, ça fait plaisir, ça a été très agréable. Ouais, t'as aimé ça? Ben oui, je trouve, il y a un micro. Oui, il y a une console. Alors, c'est pas à moi tout ça, là, mais quand même, c'est bien arrangé. Puis, ben, aux très chers auditeurs, vous revenez l'an prochain, on revient, c'est la dernière de la saison. On arrête jusqu'au 11 janvier, si je me trompe pas. Alors, c'est dans un mois. Nicolas, tu vas être là? Oui, après ça va être le nouveau choc. Le nouveau choc, oui, ça va être choc, change de formule, je sais pas trop. Alors, on se revoit l'an prochain, puis tout. Au revoir. Joyeux Noël. Joyeux Noël.